Bonjour Nadine Richon. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, membre du réseau Laïque Roman qui promeut la laïcité en Suisse romande. vous êtes aussi féministe et vous êtes pour l'interdiction de la burqa. Pourquoi ? Disons qu'avant de parler d'interdiction, j'aimerais dire quel climat le burkini, la burqa, tous ces voiles qui s'ajoutent maintenant au simple hijab, qui semblent s'ajouter de plus en plus, quel climat ça crée. Et j'ai peur que ça instaure une équivalence entre robe légère égale femme légère. Je me demande quel climat ça crée pour la sœur ou pour la cousine des deux garçons qui ne serrent pas la main de leur enseignante, qui voudrait, elle, peut-être ne pas porter le voile, peut-être qui se sent en porte-à-faux quand elle va à la piscine. Par exemple, l'école dit une chose, la famille dit une autre. Ou peut-être, pour sa liberté de conscience, un jour, elle ne voudra plus faire toutes les fêtes, faire le ramadan. Peut-être voudra-t-elle changer de religion, peut-être ne voudra-t-elle plus pratiquer sa religion. Je me demande quel climat les voiles qui se surajoutent au hijab de plus en plus, est-ce que c'est un climat favorable pour cette jeune fille ? Alors on me dira que cette jeune fille, elle n'existe pas en Suisse. Alors on sait qu'elle existe en Tunisie, au Maroc. La jeune fille qui n'a pas la liberté de choix. Voilà, elle existe dans beaucoup de pays. On a une solidarité à exprimer si on est féministe avec ces femmes. Elle existe en France, elle existe, je pense, même au Canada, où la liberté de religion est très forte. Peut-être plus qu'ici. Je pense qu'elle existe partout où le terreau salafiste, où le salafisme fleurit. Donc pour vous, interdire la burqa, c'est une forme de prévention par rapport à ce que vous voyez comme une dérive possible ? Comment vous diriez ? Prévention, je pense que c'est un bon mot que je vais garder. Alors j'accueille aussi Sandrine Ruiz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'UVAM, l'Union vaudoise des associations musulmanes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette interdiction de la burqa ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Alors je me pose la question, pourquoi légiférer sur un problème qui n'existe pas ? C'est-à-dire qu'en fait, voyez, on a encore eu ces 3 minutes avant, le nombre de femmes qui portent la burqa est tellement minime, c'est-à-dire peut-être que même les initiants n'en ont jamais vu. Donc en fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il s'agit pour moi éventuellement toujours de stigmatiser la femme musulmane et de la discriminer. Quand je pense à cette interdiction, je reviens en 2009 et j'ai vraiment cette publicité, ces affiches en fait qui sautent aux yeux, c'est-à-dire on avait un minaret, un obus plus ou moins et une femme avec le niqab. Et ça, on pouvait mettre l'équation égale islam. Donc pour moi, c'est très grave parce que ça perturbe en fait la véritable appréhension de la réalité de la population musulmane, de la population féminine ici. Mais vous comprenez les quelques femmes qui portent le niqab. Alors la burqa, il y en a encore moins, mais celles qui portent le voile intégral. Alors il y a des choses qui sont plus importantes. Nous sommes dans une société plurielle et nous sommes aussi, je veux dire, il faut défendre farouchement les libertés, donc les libertés individuelles et les libertés de religion. Donc là encore, on a une atteinte à la liberté de religion. Et c'est religieux pour vous, la burqa ? Pas forcément. Pas forcément, mais disons qu'il y a un avis en tout cas, qui va défendre cela. Hein. Mais c'est-à-dire, ici, donc, vu que ce n'est pas un problème de société, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas établir ni même une statistique qui montrerait une évolution de femmes qui vont porter la burqa, donc ça reste vraiment infinitésimal, vraiment. Donc il faut défendre plutôt la liberté de religion avant, parce que cette loi sera constitutionnelle, un article de la Constitution, ce qui est assez grave. J'accueille aussi Lynn Desprats. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur dans l'église évangélique réformée vaudoise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que finalement, même si ça ne concerne qu'une minorité de femmes, est-ce qu'il faut en faire une question de principe et dire oui, dans notre société, on ne se voile pas le visage, ou est-ce que vous êtes contre une interdiction ? Alors pour moi, la difficulté, c'est que la burqa ou le niqab en tant que tel n'est pas un sujet de discussion, pas un sujet d'article constitutionnel. C'est toujours un élément d'un débat et d'un questionnement qui est plus vaste. Et aujourd'hui, je ne sais pas, quand on parle dans la société du port de la burqa ou du niqab, de quel questionnement plus vaste on est porteur. Est-ce qu'on veut un débat identitaire, un débat sécuritaire, un débat sur les codes de bienséance dans l'espace public? Est-ce que c'est l'intégration de l'islam qui est en jeu? Est-ce que c'est les symboles religieux dans l'espace public qui sont mis en question? Je pense que la burqa peut être un élément de tous ces questionnements-là, mais dans le fond, on ne sait pas à quel questionnement plus large on le relie. Donc partant de là, je trouve très difficile de dire pour ou contre. Cela dit, dès l'instant où on imagine un article, que ce soit une loi, la Constitution ou autre, pour interdire, quand on dit interdiction, ça veut dire qu'il y a potentiellement
élément danger. Et moi, je me demande contre quel danger on se bat quand on va interdire la burqa. Est-ce que l'interdiction est véritablement la réponse adéquate au danger ou à la difficulté que peut représenter une burqa ou un niqab? Je laisserai agir Nadine Richon. Bon, je crois qu'il est déjà dit d'entrée de jeu. Je pense à la jeune fille qui voudrait être plus libre et qui est dans ce milieu-là et qui aura du mal à se défaire de son milieu, peut-être à épouser un non-musulman, peut-être à avoir une autre vie et qui ne soit pas toute tracée, tout comme nous toutes, comme toutes les femmes en Suisse, on n'a pas une vie toute tracée. Et voilà, je pense que cette prolifération des voiles intégraux, burkinis, etc., il y a une tendance qui est néfaste pour la liberté de conscience. Ce n'est pas l'argument sécuritaire, voilà. C'est l'argument de la liberté de conscience des femmes. Bien sûr, on a vu qu'au Tchad, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a eu un attentat avec, on ne sait pas si c'était des hommes ou des femmes, puisque n'importe qui peut se cacher là derrière. Hein. Un homme peut très bien se cacher derrière une burqa et puis un niqab et puis faire un attentat. Donc c'est pas prioritaire pour vous. C'est pas prioritaire pour la Suisse, on va dire. Je pense pas que c'est demain qu'on aura, mais c'est prioritaire pour énormément de pays d'Afrique qui ont déjà interdit le niqab. Alors j'aimerais accueillir dans ce débat Delphine Horviller en duplex de Paris. Delphine, si vous nous entendez, voilà. Bonjour, bienvenue. Vous êtes rabbin au mouvement juif libéral de France. La France qui, elle, a déjà interdit la burqa depuis 2010. Delphine Horviller, sur ce débat-là, vous, comment est-ce que vous vous positionnez ? Moi, j'évolue en France, effectivement, dans un pays où la question a déjà été tranchée par le législateur, et ça au nom de principes qu'il y a une impossibilité dans l'espace public de nier la visibilité du visage de l'autre, et à travers ça, d'autres questions de principe qui ont été discutées, c'est-à-dire l'impossibilité qui est un genre éclipsé, un genre de l'éclipse, qui en l'occurrence est le genre féminin qui n'existerait pas dans l'espace public. Et pour autant, le fait que la loi ait été tranchée n'a pas scellé le débat ou les discussions autour de l'opposition entre les questions de théorie dont je viens de parler et les questions de pratique dès qu'on parle de voile. Dans quelle mesure est-ce que légiférer ne va pas inciter certains, une question qui est toujours posée aujourd'hui, certains ou certaines, à vouloir justement avoir une revendication identitaire encore plus forte parce que la loi l'interdit. Et tout le paradoxe est là, c'est que parfois ces revendications identitaires qui sont le sujet de tellement de crispation dans nos sociétés viennent dire j'ai le droit d'être visible dans ma différence, dans mon altérité, j'ai le droit d'afficher cette différence et cette altérité. Et pourtant, le paradoxe, c'est que le voile est précisément une négation de cette différence et de cette altérité pour la moitié de l'humanité. Parce que c'est ça aussi que vient raconter bien souvent ce voile intégral. C'est une négation ou une éclipse, justement, de l'altérité que viennent représenter les femmes dans la société. Donc tout le paradoxe est là. Et concrètement, depuis 2010, Delphine Horviller, ces femmes qui s'éclipsent, vous les voyez toujours dans la rue? C'est-à-dire qu'il y a toujours des femmes qui portent le voile intégral en France? Oui, alors je ne sais pas quels sont les chiffres, il faut demander effectivement au pouvoir exécutif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont verbalisés et dans quelle mesure la loi a encouragé ou pas le port de ce voile? Mais effectivement, c'est un débat qui est toujours actif et qui a été réactivé bien entendu tout au long de l'été avec la question du burkini et ce qu'elle pose en filigrane, c'est-à-dire véritablement la question de la place et de la pudeur, de la place du corps de la femme dans l'espace public et à travers elle, toujours la question de la crispation identitaire qui obsède nos débats européens aujourd'hui. Oui, on parle alors effectivement d'environ 350 verbalisations par an en France. Sandrine Ruiz, qu'est-ce que ça vous inspire, les propos de Delphine Horviller sur ces femmes qui veulent disparaître, ce corps qui... Alors, je n'ai pas l'habitude de côtoyer vraiment beaucoup de femmes en fait, qui portent le niqab. Moi, ce que je dis simplement, c'est que d'abord, la situation en France me paraît tout à fait différente de la situation en Suisse. Pourquoi ? En effet, les crispations, en tout cas même au niveau des musulmans, il peut y avoir en effet des attitudes qui sont beaucoup plus réactives en fait, qui sont un petit peu réactives à la politique, à la discrimination, au racisme en fait que les musulmans ou les musulmanes peuvent ressentir. Donc tout ça, c'est encore une fois une attitude un peu biaisée, parce que ça n'a plus grand-chose à voir finalement avec des motivations vraiment religieuse. Donc, en fait, on risque, en effet, il y a ce risque de faire réagir, d'aller dans une plus forte radicalisation pour s'opposer, finalement,
à la société dans laquelle on vit. Ça, c'est tout à fait dommage. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'appartient pas du tout à des motivations spirituelles ou religieuses. Ça serait regrettable. Lynn Desprats, vous l'avez dit en introduction, vous ne savez pas très bien de quoi on parle quand on parle de la burqa. À votre avis, quel est le sens du débat aujourd'hui sur ce tissu? Pour vous, il est le signe de quoi, finalement, de quel état de notre société? Alors moi, j'ai l'impression que c'est le signe que la question de l'islam est au cœur des débats de notre société. Elle est dans plusieurs cantons. Comment peut-on intégrer l'islam, les musulmanes et les musulmans dans notre société, dans notre démocratie? Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet-là, avec pour beaucoup de personnes une image de l'islam qui n'est pas celle de l'islam que nous côtoyons, mais qui est l'islam de la péninsule arabique, qui fait peur. Il y a le masque, il y a le niqab, il y a une liberté de la femme complètement inexistante. Nous avons peur de cet islam-là et je pense qu'à travers la burqa, c'est une des questions qui se posent. Je pense aussi, puisqu'on évoquait tout à l'heure le thème de laïcité, que dans certains cantons, la question c'est celle de la présence de symboles religieux dans l'espace public. Est-ce que c'est l'islam véritablement? Oui. Je suis d'accord avec ce qui a été dit là. Vous vouliez Non, mais effectivement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'islam derrière la burqa qui est visé? Quand vous dites on ne veut pas on ne veut pas de voile intégral en Suisse. Finalement, est-ce que vous attaquez les femmes musulmanes, celles-là même que vous dites que vous voulez défendre? Non, mais je pense que maintenant, en fait, c'est l'histoire de l'égalité des sexes qui est très importante dans notre société. C'est la valeur suprême pour nous. Et la burqa attaque directement, enfin, les voiles intégraux attaquent directement cette valeur-là. Et c'est la femme comme si, alors que c'est une question dans notre société qui a été réglée il y a 2 siècles ou 3 siècles par la philosophie des Lumières. Non, on n'a pas le droit, on ne peut pas soi-même anéantir sa propre liberté de mouvement, sa propre liberté d'être sous une chape de plomb. On ne peut pas vouloir son propre esclavage. Ça a été réglé. Maintenant, avec l'histoire de la burqa, ces choses-là reviennent. On croyait, pour moi c'est réglé, pour beaucoup de gens c'est réglé, et avec ça nous interpelle là-dessus. Alors bien sûr qu'on peut vouloir son propre esclavage, mais c'est se mettre en dehors de cette société-là qui, précisément, est basée sur cette philosophie des Lumières qui dit non, je ne peux pas moi-même volontairement abdiquer ma propre liberté. Abdiquer sa propre liberté, c'est souvent ce qui est reproché à la place des femmes dans l'islam, Sandrine Ruiz, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas la possibilité de choisir librement de porter la burqa, de porter le voile tel que vous le portez. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'accord. Alors, je voudrais quand même remettre par rapport à la burqa vraiment le côté très minime et puis qui ne représente pas une aspiration pour les musulmanes. Il faut être bien clair, en tout cas. Pas pour la majorité d'entre elles. Pour plus que la majorité d'entre elles. Donc, c'est un œuf tellement petit. Alors, ce que disait Mme Richon aussi tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est le contraire. Moi, je ne vis pas du tout les choses de cette manière-là. Et au contraire, il y a une énorme liberté. Déjà, le croyant doit être libre. Comment peut-on aller dans une religion si vous n'avez pas cette liberté? Vous avez le libre arbitre total et c'est une liberté de croyance totale. Donc vous avez choisi librement de porter le foulard? J'ai choisi librement, tout à fait librement. Comment ça s'est passé? Alors, ça ne s'est pas passé tout de suite. Donc, moi, je suis une personne qui a embrassé l'islam. Donc, je n'ai pas toujours été... j'ai pas toujours été une femme musulmane. Je ne suis pas non plus entrée dans l'islam avec la vision de la femme, avec ce qu'on pouvait dire sur la femme. Et ce n'était pas ma recherche. Ma recherche était véritablement une recherche spirituelle. Donc, en fait, une relation... Enfin, ça s'est fait petit à petit. Mais disons, pour résumer... ma spiritualité s'exprime par ma relation à Dieu. Donc c'est vraiment ce qui a permis cela. Et aussi avec mes questions existentielles, si je puis dire. Donc une religion qui a résolu en fait mes questions existentielles, ce que je fais ici, comment je vais terminer ma vie, comment se passera la mort. Avec ou sans le voile, avec ou sans le foulard, cela. Quoi donc? Cette relation au créateur, etc. Alors justement, voyez-vous, la relation au créateur, elle s'entretient. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est... Et personnellement, comment je suis arrivée au foulard? Je suis arrivée au foulard par la prière. Parce que donc, je me souciais pas trop de savoir si la femme devait porter le foulard. On me l'a répété, c'est vrai. Mais tant que c'est pas une préoccupation personnelle, tant que c'est pas une quête personnelle, voilà. Mais par contre, j'étais très intéressée par le fait de faire la prière, donc qui est une véritable mise en relation c'est un contact
en tout cas direct, une présence à Dieu. Et là, en fait, l'habit de prière, c'est celui-là. C'est celui que je porte là. Hein. Donc... J'aimerais faire réagir Delphine Horviller. Madame Richon disait tout à l'heure, on ne peut pas contraindre sa propre liberté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les femmes, dans les religions monothéistes de façon générale, il y a une forme de contrainte de la liberté par le vêtement? Parce que je crois qu'il n'y a pas que dans la tradition musulmane qu'on parle du voile pour les femmes, c'est juste? Absolument, je crois que c'est un débat qui transcende une tradition particulière. C'est vraiment un motif récurrent de toutes nos traditions monothéistes que la volonté à un moment donné de couvrir, de recouvrir le corps, et tout particulièrement le corps féminin pour ce qui pourrait inspirer ou créer. Alors peut-être on y reviendra. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans le débat, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui un débat d'ailleurs, même au sein des, on va dire, des courants féministes, entre ceux qui affirment qu'il faut protéger les femmes de cette soumission et ceux qui disent qu'une femme a tout de même le droit de s'habiller comme elle l'entend et de se couvrir si elle souhaite se couvrir. Et ça, c'est vrai dans l'absolu. Bien entendu, une femme peut s'habiller comme elle l'entend et interpréter sa tradition comme elle l'entend, à condition qu'elle puisse interpréter cette tradition comme un sujet, c'est-à-dire qu'au sein de sa tradition religieuse, qu'elle soit pleinement sujet dans la discussion, engagée dans l'interprétation, dans la lecture, dans l'exégèse, et pas simplement sujet de discussion ou objet dans la discussion. Et malheureusement, et c'est là où le bas blesse bien souvent, malheureusement, nos traditions religieuses, bien souvent, ne donnent pas le pouvoir aux femmes d'être pleinement sujets. Et donc, il est très difficile pour elles de dire « je fais ce choix » en tant que sujet, ce choix, par exemple, de me couvrir ou d'avoir tel ou tel marqueur religieux sur moi, si elles ne sont pas pleinement sujets dans la discussion, eh bien, d'une certaine manière, ce choix n'est pas un choix de sujet. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il y a une véritable révolution théologique qui doit accompagner ce débat. Parce que tant que les femmes ne sont pas par leur corps et par leur voix pleinement présentes dans ces discussions, eh bien, elles ne sont pas en mesure d'affirmer que leur choix est pleinement un choix de sujet. Et c'est là où aujourd'hui, il y a une véritable révolution en marche sans laquelle ce débat restera bloqué. Ça veut dire, Delphine Horviller, qu'il faut des femmes rabbins comme vous. Vous n'êtes que 3 en France, sauf erreur. Il n'y en a pas en Suisse. Il faut des femmes pasteurs, des femmes prêtres. Il faut aussi des femmes imams. Je crois qu'il faut des femmes qui participent pleinement à cet exercice de l'exégèse et de l'interprétation, que ça passe par le rabbinat, l'imama, la prêtrise ou pas. Moi, j'ai la conviction personnellement que c'est nécessaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres voies à explorer qui ne sont pas pour l'instant explorées. Et alors, le corps de la femme devient un sujet de discussion, et on voit bien aujourd'hui à quel point ça cristallise encore et encore toutes les problématiques identitaires, et c'est pas du tout un hasard, parce qu'à travers le corps de la femme est posée la question de l'altérité à nos traditions religieuses. Si on ne fait pas de la place aux femmes, encore une fois, à leur voix et à leur corps dans le débat, eh bien, en réalité, on ne fait de la place à aucun autre dans le débat, quel que soit le visage de cet autre. Alors j'ai envie de vous faire réagir, Sandrine Ruiz, pleinement sujet dans sa propre tradition. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir l'être véritablement, d'avoir accès, comme les hommes, à l'interprétation des textes et de pouvoir en faire votre propre lecture? Alors c'est un véritable sujet. C'est vrai que la femme, en fait, doit prendre sa place. Hein, donc, elle a sa place dans l'islam, mais parfois elle l'a perdue, malheureusement. Hein, donc, et puis, elle a laissé un petit peu peut-être un peu trop de masculinité, en fait, prendre le terrain. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a justement tout un travail d'exégèse, d'interprétation des textes qui est fait par des femmes, avec des visions donc féminines, un travail qui est fait qui suit un travail de réforme qui a été fait sur les dernières décennies. Mais en effet, c'était toujours des hommes. Donc, depuis des siècles, ce sont des hommes qui... Et là, il y a une conscience et il y a un travail qui se fait très sérieux avec une interrogation. Il faut que les femmes osent interroger le texte, osent vraiment changer les interprétations. Pas changer les interprétations, mais en tout cas... changer les interprétations. Et c'est un travail qui est en train de se faire. Mais alors, concrètement, vous êtes pour que des femmes puissent mener la prière comme les hommes, comme les imams? Je suis pour que les femmes arrivent à cette interprétation. Je suis pour que les femmes, en fait, prennent en main le savoir, qu'elles partagent. Mais par contre, je ne suis pas pour les femmes qui travaillent seules. Pour moi, les femmes doivent toujours travailler, hommes et femmes, c'est un travail commun. Donc, je suis pour que les femmes intègrent de plus en plus les cercles d'ouléma, par exemple, et travaillent ensemble sur la question des textes.
Lynn Desprats, vous qui êtes pasteur, là où il y a des femmes dans l'Église protestante, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez pleinement faire valoir votre point de vue à l'égal des hommes ? Alors, il est certain qu'en Suisse, dans toutes les églises issues de la réforme du XVIe, il y a une complète égalité des chances chez les hommes, chez les femmes. Il n'y a plus de ministère ou de tâches dans l'église qui soient réservées aux hommes à l'exclusivité des femmes ou inversement. Donc ça me paraît tout à fait déterminant. La question qui se pose, quand on veut dire être pleinement sujet du débat, alors je suis entièrement d'accord, nous devons aussi avoir notre parole, notre exégèse, notre regard critique sur l'histoire. Mais est-ce que ça veut dire que pour une femme musulmane, le chemin doit être le même que pour une femme chrétienne ou que pour une femme juive? Ça, je n'en suis pas sûre. Et je pense que la présence de Mme Ruiz, aujourd'hui voilée sur le plateau, c'est une manière de montrer qu'elle est pleinement sujet de sa réflexion, de l'évolution de l'islam, de la manière spirituelle aussi dont elle le vit, sans pour autant peut-être revendiquer le fait d'être imam. En fait, ce n'est pas un but en soi, c'est ça que vous dites. Mais ce n'est pas parce que ça a été un but en soi, par exemple dans les églises réformées en Suisse, que ça doit être un but en soi dans toutes les traditions pour que la femme ait sa juste place. J'aimerais encore aborder un sujet dans ce débat avec vous, Delphine Hurwiller. Vous le disiez tout à l'heure, le corps de la femme a toujours été objet de discussion. C'est la notion de pudeur aussi qui est là derrière. Une pudeur choisie, une pudeur imposée. Que disent les textes, que disent les traditions à ce sujet ? C'est intéressant quand on explore la notion de pudeur dans nos textes, c'est que bien évidemment dans les sources traditionnelles, elle ne s'applique pas seulement aux femmes, elle s'applique à tous. La pudeur, c'est la conscience en principe que je ne peux pas tout voir de l'autre, qu'il ne peut pas tout voir de moi, que mon regard est toujours entravé et que finalement s'imaginer qu'on peut tout voir de l'autre est une forme de violence à son égard, une violence contre lui, une tentative de se l'approprier. Mais ce qui est troublant, c'est qu'à travers l'histoire, cette pudeur qui concerne tout le monde vient à ne concerner bien souvent dans nos traditions monothéistes que les femmes par rapport au désir qu'elles pourraient déclencher et dont elles seraient responsables ou coupables. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes nos traditions monothéistes, avec toujours l'idée, au sein des voies les plus traditionnelles, l'idée que le corps de la femme serait un peu trop poreux, qu'il représenterait une ouverture qui ne serait pas aussi hermétique d'une certaine manière que le corps de l'homme. En fait, la question du corps de la femme, c'est encore une fois la question de l'ouverture, de la porosité de notre monde. Et ce n'est pas du tout un hasard, encore une fois, que les fondamentalistes se mettent tous d'accord sur cette question de la nécessité de couvrir le corps des femmes, parce qu'à la clé de cette question du corps couvert, il y a la question du corps social et de la façon dont le groupe se perçoit dans sa potentielle contamination par l'autre. Vous l'entendez bien, tous les discours fondamentalistes ont en commun l'obsession de la pudeur, l'obsession aussi du manque de porosité. Merci Sandrine Ruiz, en 15 secondes. Alors 15 secondes, je suis... non, alors pour moi, c'est pas vrai que c'est seulement la femme qui est pudique. L'homme et la femme sont pudiques, de la même façon. Même s'ils ne doivent pas se couvrir de la même manière. Il n'y a pas nécessité peut-être que l'homme porte un foulard. Enfin, je ne sais pas si vous mettriez un foulard sur l'homme. Ça dépend des traditions. Ça dépend des traditions. Chez les Sikhs, ce sont les hommes qui portent le turban. Oui, d'accord. Mais je veux dire, donc, le fait de se couvrir, c'est couvrir en tout cas des atours ou des charmes. On dit, comme on dit, dévoiler ses charmes ou pas. Mais c'est une question d'être couverte simplement. Je veux dire, et puis il n'y a pas de jugement qui va se porter sur les autres en fait. Mais en tout cas, j'insiste beaucoup pour cette question, c'est les hommes et les femmes qui sont concernés. Et dans le Coran, il y a les versets qui concernent les hommes et les femmes. Donc, la modestie et la pudeur. Oui. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à ce débat. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez le faire sur notre site internet fautpascroire.ch ou nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch. Et vous pouvez aussi poster un message sur notre page Facebook.